C1, la première vertèbre cervicale, va s'appeler Atlas, par analogie non pas avec les montagnes d'Afrique du Nord, mais par analogie avec le géant de l'Antiquité grecque, la mythologie grecque, qui portait le monde sur ses épaules, comme cette première vertèbre cervicale porte la tête. La deuxième vertèbre cervicale, C2, prend le nom d'axis. Axis comme axe en français. Donc je vais à nouveau permettre qu'on regarde. En fait, ces deux vertèbres cervicales sont très particulières parce que, au cours de l'organogénèse, il s'est produit un déplacement, un don en quelque sorte. Le corps vertébral de l'Atlas a fusionné avec l'axis et c'est devenu la dent de l'axis. Donc il n'y a plus de corps vertébral à l'Atlas, il persiste un arc antérieur, un arc postérieur, des masses latérales et des processus transverses, mais il n'y a plus de corps vertébral. Donc je vais présenter pour commencer une vue supérieure de l'Atlas, vue supérieure de C1. L'avant est situé vers le haut du tableau, la droite vers la droite du tableau, et je vais dessiner ici la forme de l'Atlas. Il présente un tubercule antérieur, un tubercule postérieur, des masses latérales, et des processus transverses qui possèdent d'ailleurs, comme les vertèbres cervicales, un foramen transversal. Simplement, sur les masses latérales, on va trouver ici des facettes articulaires supérieures assez importantes, garnies de cartilage articulaire, un petit peu comme la trace d'une semelle dans la neige. En fait, ces surfaces articulaires sont creuses, concaves, et je vais essayer de le montrer par ces quelques traits pour indiquer donc le caractère creusé de ces facettes articulaires. Elles ne sont pas planes, elles sont réellement creusées, et elles vont correspondre respectivement aux condyles droit et gauche de l'os occipital. J'aurais mieux fait dessiner devant et non pas sur le côté, ça aurait été un petit peu plus aligné, enfin, soit. Autrement dit, la dent de l'axis, ex-futur corps vertébral de l'Atlas, que je représente ici en jaune, va se solidariser au corps vertébral de l'axis. Elle va venir ici se loger au contact de l'arc antérieur. Ça m'énerve, je vais essayer d'améliorer quand même. Ça. Et ça. Elle y sera maintenue par un ligament transverse qui vient ici prendre insertion sur le tubercule correspondant ici pour le ligament transverse
Et puis, cette dent de l'axis va être encroûtée de cartilage à sa face antérieure, comme l'arc antérieur de l'atlas l'est à sa face postérieure, pour faciliter les mouvements, et sur sa face postérieure, et le ligament triangulaire doit aussi être encroûté de cartilage. Tout ceci pour faciliter les mouvements de glissement, et donc en l'occurrence aussi les mouvements de rotation autour de l'axe de la dent. L'artère vertébrale va venir contourner ici la masse latérale et en tout cas le processus articulaire supérieur dans un sillon qui lui est propre, en provenant ici du foramen transversaire pour présenter un trajet ascendant, et on verra qu'elle s'unira, on verra sur le dessin, à l'artère vertébrale contralatérale pour former l'artère basilaire. Donc les deux artères vertébrales vont donner l'artère basilaire. Cette artère basilaire qui se constitue dans le crâne va prendre en charge la vascularisation artérielle de la partie postéro-inférieure de l'encéphale. Je poursuis donc rapidement par un dessin qui représente une vue antérieure de l'atlas, vue antérieure de l'atlas, haut du dessin à droite. Où on va retrouver donc ces processus articulaires supérieurs, et cette fois-ci on voit bien qu'ils sont creusés, concaves vers le haut, qui vont s'articuler respectivement chacun avec l'un des condyles de l'os occipital. On va retrouver ici les masses latérales avec les foramen transversaires, les esquisses ici, les processus articulaires inférieurs et ici le tubercule antérieur sur l'arc antérieur de l'atlas. Eh bien, les deux artères vertébrales, après avoir transité dans le foramen intervertébral, vont se rejoindre dans leur trajet ascendant, après avoir contourné donc les masses latérales et le processus articulaire supérieur pour former l'artère basilaire. Il est temps maintenant de montrer la deuxième vertèbre cervicale ou axis et sa dent. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez, soit vous avez utilisé que le haut du tableau et vous pouvez faire le dessin en dessous, mais intitulez-le correctement. Moi, je vais être économe en tableau parce que je voudrais garder l'ensemble des dessins pour qu'on puisse les avoir sous la vue. Donc, je mets en place maintenant une vue antérieure de l'axis. Cette vue antérieure de l'axis va être caractérisée ici par cette dent de l'axis qui vient
s'implanter sur la face supérieure du corps de l'axis. Comme ceci, je représente ici les foramen transversales qu'on va pas beaucoup voir, mais en revanche on voit bien le processus transverse. La face antérieure du corps est marquée par deux choses, par un relief antérieur, et puis ici, vers le bas, une partie qui plonge comme ceci, comme un bec, on le verra sur la vue latérale, caractéristique donc de cette deuxième vertèbre cervicale. Je continue par la représentation des processus articulaires inférieurs et des lames, comme ceci, avec la partie visible maintenant des cartilages articulaires, ceux des processus articulaires inférieurs droit et gauche, ceux des facettes articulaires supérieures, et vous voyez déjà que même sur la face on voit qu'il n'y a pas d'alignement entre processus articulaire supérieur et inférieur. Puis comme je l'ai montré ici, la face antérieure de la dent de l'axis va être garnie de cartilage pour venir au contact de la face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas. Légitimement, on va poursuivre par la vue latérale. Maintenant, vue latérale de l'axis. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, l'avant est vers la droite du tableau. Ce qui apparaît immédiatement, c'est évidemment la dent de l'axis. Puis le corps avec le bec qui plonge ici vers le bas, les différentes facettes articulaires antérieures pour la face postérieure de l'arc antérieur de l'atlas, postérieure pour le ligament triangulaire, la facette articulaire supérieure qui est bien visible et que je garnis ici de son cartilage. Et puis le corps est déjà creusé ici pour recevoir le crochet de la troisième vertèbre cervicale. Je mets en place le processus transverse, le processus articulaire inférieur. On ferme ici en arrière le corps vertébral et enfin on met en place le processus épineux. Alors ce processus épineux, le plus souvent il est bituberculaire, alors que le processus transverse est toujours muni d'un seul tubercule, alors que les vertèbres cervicales typiques, tous ces trois axes ici, sont un tubercule antérieur, un tubercule postérieur. Tubercule antérieur, tubercule postérieur. Mais il y a toujours un foramen transversal. Donc, pour ce qui est des facettes articulaires, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'alignement, que l'alignement de la facette articulaire inférieure va coïncider avec celui des vertèbres
cervicale. En revanche, il y a un décalage ici vers l'avant du plan des articulations supérieures. Dernière petite vue que je vais mettre en place pour l'axis, c'est une vue postérieure et supérieure. Vue postérieure et supérieure de l'axis postérieur et supérieur. Le haut du tableau représente le haut du dessin, la droite du tableau, la droite du dessin, puisque c'est une vue supérieure. Je représente bien sûr quelques dents de l'axis ici, ces facettes articulaires relativement triangulaires, les processus transverses unituberculaires avec le foramen transversaire correspondant, les processus articulaires inférieurs. Je vais cerner maintenant le canal vertébral. Les lames vertébrales qui vont aboutir ici au processus épineux qui souvent est bituberculaire. Voilà pour le cartilage des processus articulaires supérieurs, des facettes articulaires, donc de ces processus articulaires supérieurs. Sur la dent de l'axis, on est à la face postérieure, je ne vois que la petite surface qui vient au contact du cartilage qui encroupe le ligament triangulaire. Voilà donc pour ce corps vertébral, dont vous retiendrez le bec, le caractère creusé pour recevoir l'oncus, les processus articulaires inférieurs, dont on voit bien sur le profil qu'ils ne sont pas à l'aplomb des processus articulaires supérieurs, comme on pourrait le croire sur la vue postéro-supérieure. On en arrive aux vertèbres lombaires typiques. Vertèbres lombaires typiques, je vais commencer par mettre en place une vue supérieure. L'avant est donc situé vers le haut du tableau, la droite sur la droite du tableau. On va peut-être gagner un petit peu de place, je vais faire en deux fois les choses. On divisera ce tableau en deux. Le corps vertébral d'une vertèbre lombale a un diamètre antéro-postérieur inférieur au diamètre transversal. On retourne au cas de vertèbre cervicale. Cette fois-ci, on a à nouveau un canal vertébral à lumière triangulaire à base antérieure, mais on verra que ici c'est à peu près équilatéral, on reviendra sur ces caractéristiques. Les pédicules viennent s'implanter sur la face postérieure. On n'a plus ici de processus transverse, mais un processus postiforme. Donc en forme de côte. Processus postiforme. Puis vient un tubercule mammillaire, une facette articulaire, et enfin les lames vertébrales qui vont se poursuivre vers le processus épineux.
Ça ira mieux quand j'aurai ici ombré en bleu et l'encroûtement de cartilage du processus articulaire supérieur. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de surface plane, mais d'une surface concave. Les pellicules s'implantent sur la face postérieure du corps vertébral. Et puis, il y a, en dehors du processus costiforme, ici un tubercule accessoire. Et là, un tubercule mammillaire. Enfin, les limbes vertébrales se réunissent pour former un processus épineux, trapu. Et on va mieux comprendre ça sur la deuxième vue complémentaire, qui est la vue latérale droite de la vertèbre lombale typique. Le haut est vers le haut du tableau, l'avant est vers la droite du tableau. Où je représente ici le corps vertébral. La facette articulaire du processus articulaire inférieur. Le processus articulaire supérieur avec son tubercule mammillaire. Le processus costiforme. Et enfin, le processus épineux avec son sillon. Les pellicules, comme d'habitude, je mets un petit pointillé pour indiquer leur emplacement. L'orientation donc du processus épineux est cette fois-ci presque horizontale, comme l'était celui des vertèbres cervicales. Ici, c'est le processus articulaire supérieur. Ici, c'est le tubercule mammillaire que j'ai figuré. Et là, c'est le processus costiforme. Donc une vertèbre lombale n'a pas de processus transverse. Ce qui en tient lieu prend le nom de processus costiforme. Enfin, ici on représente la facette articulaire inférieure. Donc concernant le processus articulaire supérieur et sa facette articulaire, comme je l'ai fait précédemment, j'indique l'orientation des facettes articulaires du processus articulaire supérieur sur le même dessin et regarde en dedans et en arrière. Donc ici, en dehors et en avant pour les inférieurs. On a un petit peu de place ici, par exemple, pour représenter la dernière vue de la vertèbre lombaire, qui est une vue antérieure d'une vertèbre lombale ou lombaire, si vous préférez. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, la droite du dessin vers la gauche du tableau. Ce qui apparaît le plus clairement ici, c'est la caractéristique du corps vertébral, dont on aperçoit ici un petit peu le bourrelet, comme pour toutes les vertèbres. Je dessine les processus articulaires supérieurs avec le tubercule mammillaire. Le processus costiforme. Il fait suite. Enfin,
les processus articulaires inférieurs nous montrent, comme sur la vue latérale, les facettes articulaires. Cardiaque du cartilage. Donc, le processus articulaire supérieur, le tubercule mammillaire, le processus ostiforme, processus articulaire inférieur avec sa facette articulaire. Avant de terminer cette partie donc sur les vertèbres et leur caractère mobile, il nous reste une partie du tableau que j'ai réservée pour expliquer justement la mobilité de ces pièces articulaires. On avait commencé à le faire lorsqu'on a parlé du disque intervertébral tout à l'heure, et je vais compléter par des rudiments qui vont permettre quand même de comprendre le type de mouvements principaux, leurs limitations et les conséquences mécaniques de ces mouvements. Alors, le disque intervertébral, il est constitué d'un anneau fibreux, on l'a écrit tout à l'heure, un nucleus fibrosus, dont on a vu le caractère croisé à angle droit des fibres qui le constituent, et d'un noyau pulpeux qu'on appelle nucleus pulposus. Pour comprendre le rôle de ces disques articulaires et surtout maintenant du nucleus pulposus dans les contraintes que subit la colonne vertébrale, on mettra en place deux dessins. Un premier dessin, cette fois-ci, ce n'est plus de la morphologie, c'est destiné à vous faire comprendre des éléments de mécanique articulaire. Et donc, on va se contenter de représenter deux corps vertébraux vus en couple. C'est ce qui justifie ces quelques traits aussi. Deux corps de vertébraux donc voisins. Et montrer que en couple, on voit ici ce noyau pulpeux, ce nucleus pulposus, qui est littéralement entouré par l'anneau fibreux. Et encore une fois, schématiquement, je vais vous montrer le caractère à la fois circulaire et croisé de ces fibres, mais ici, on est en couple, c'est le seul moyen de voir le noyau pulpeux. Imaginons, chose peu probable, que je vous tape brutalement sur le sommet du crâne. Boum! C'est peu probable. C'est pas l'envie qui manque parfois, hein. C'est les conséquences qui me retiennent. Eh bien, les mêmes contraintes mécaniques, vous pouvez les imaginer si vous sautez d'une hauteur et que vous vous réceptionnez sur les pieds. Autrement dit, la force va s'exercer de haut en bas et votre colonne vertébrale devra amortir cette force. Comment va-t-elle faire? Eh bien, le noyau pulpeux a plusieurs caractéristiques. Il est gélatineux, il est mobile, il est déformable, mais attention, il est incompressible. Autrement dit, c'est lui qui va transmettre latéralement
et verticalement les forces. Mais il y aura un rôle d'amortissement que vous comprenez tout de suite, c'est qu'au lieu de transmettre la totalité des forces verticalement, grâce à son caractère gélatineux, mobile, déformable, incompressible, il va disperser les forces dans l'anneau fibreux latéralement. Et c'est ce qui va vous protéger finalement des fractures de la colonne vertébrale. Ok ? Deuxième dessin. Non plus cette fois-ci quand vous sautez et vous retombez, mais lorsque vous allez fléchir, faire un mouvement de flexion de la colonne vertébrale, comme lorsque vous vous penchez en avant, pour me saluer respectueusement. Vous voyez ? On peut rêver. Donc, l'avant est là, l'arrière est là, et le bas est ici. Très bien. Donc, on retrouve nos deux corps vertébraux, et puis, on va voir que toutes les caractéristiques du noyau pulpeux vont se manifester. Il est toujours normalement enchâssé dans l'anneau fibreux. Il n'y a que lorsqu'il y a un traumatisme trop fort que cet anneau fibreux va se briser. Et à ce moment-là, si ça survient dans un mouvement de flexion, eh bien, on voit bien que ce noyau pulpeux gélatineux mobile, on voit bien qu'il est mobile, il est plus au milieu, il se déplace vers l'arrière dans la flexion. Il est déformable, vous voyez bien qu'il est plus mince en avant qu'en arrière. Mais en revanche, il est incompressible. Ce qui veut dire qu'il transmet les forces, il les amortit d'une certaine manière, mais l'amortisseur qui est l'anneau fibreux a ses limites. Et dans un mouvement brusque, ça peut se déchirer en arrière, et le nucleus pulposus peut venir comprimer quoi donc ? Eh bien, un élément d'un nerf spinal. Un conflit qui va entraîner évidemment des signes neurologiques, parmi lesquels une paralysie, mais surtout une douleur. C'est le type de douleur qu'on rencontre dans ce qu'on appelle la sciatique. La douleur sciatique, c'est ça. Je vais maintenant mettre en place un dernier dessin et puis je vous le commenterai. Dernier dessin avant de l'effacer. Rassurez-vous, on n'a pas fini. Donc, je vais reprendre quelques éléments à nouveau. Taisez-vous. Taisez-vous. Merci. En vue supérieure, qui n'ont plus du tout non plus d'ambition morphologique, mais qui, au contraire, vont ici tenter d'expliquer ce qui va guider les mouvements et quel type de mouvements sont possibles aux différents étages. Alors, sous cette vue supérieure, vous reconnaissez une vertèbre de quel étage ? J'analyse l'image. Le diamètre antéro-postérieur est inférieur au diamètre transversal, donc ça peut être une vertèbre. Méfiez-vous, hein ? Votre lymphatisme hébété tel que vous l'affichez risquera de vous être fatal. Cervicale ou lombale ? Merci. Pour le prouver, les facettes articulaires, elles sont planes à l'étage cervical et thoracique. Elles sont concaves ou convexes.
Ça dépend si au-dessus, en dessous, ou en dessous, à l'étage lombal. Très bien. Donc, ici, à l'étage lombal, on a des mouvements de torsion possibles. Et puis, on a surtout des mouvements de flexion et d'extension autour d'un axe transversal par rapport au corps. Deuxième type de vertèbre. Allons-y, dites-moi. Analysez. Diamètre transversal et diamètre antéro-postérieur du corps sensiblement égal, donc vertèbre thoracique. D'autant plus thoracique qu'avec le processus transverse, j'ai articulé l'extrémité d'une côte. Eh bien, il y a ici, à nouveau, cet axe. Et comme le corps est relativement circulaire, il y a aussi la possibilité ici d'un centre de mouvement, et puis aussi des mouvements de flexion, extension. Et enfin, si on dresse un axe qui passe ici par l'articulation de la tête de la côte et celui qui passe ici par l'articulation de la tubérosité avec le processus transverse, eh bien, il y a là aussi des mouvements qui vont faire que la côte pourra monter ou descendre suivant cet axe. Et c'est précisément ce qu'elle va faire, monter dans l'inspiration, descendre dans l'expiration. Enfin, et c'est peut-être le plus facile maintenant que les deux autres ont été dessinés, quel étage? Ah là là, vous êtes coopératifs. Étage cervical, avec donc ces crochets. Et donc, on a toujours cet axe de flexion-extension. Flexion par là et extension. Ah. Et puis, les crochets, là je vous demande un petit effort d'imagination. Imaginez qu'ici vous avez une pile d'assiettes creuses. C'est un petit peu ce que sont ces vertèbres cervicales avec les crochets. Puisque la partie inférieure est creusée pour accueillir la partie supérieure latérale. Ok ? Vous avez votre pile d'assiettes, eh bien, vous pouvez éventuellement appuyer d'un côté et faire des mouvements d'inclinaison, ou appuyer de l'autre. Ok ? Et puis, vous pouvez, comme aux autres étages, faire des mouvements de flexion-extension. Alors, on va reprendre maintenant avec une petite phrase pour chaque niveau. Première considération générale. Les mouvements des vertèbres sont toujours des mouvements associés et répercutés aux vertèbres voisines. Il serait totalement idiot et vain de vouloir étudier le mouvement d'une vertèbre isolément. Elle est forcément tributaire de ce qui se passe à côté. Un peu comme un Rubik's Cube, vous ne bougez pas une case, vous entraînez toutes les cases avec. Le rôle des disques intervertébraux, c'est d'amortir ces mouvements. On a essayé d'expliquer pourquoi et comment. Concernant les vertèbres thoraciques, le corps vertébral a une forme plutôt circulaire, ce qui permet des mouvements en tous sens. Mais la présence latérale des côtes limite la flexion-extension. La présence latérale des côtes limite
la flexion-extension au niveau du thorax. Pour les vertèbres lombales, la forme allongée transversalement du corps favorise les mouvements antéro-postérieurs de flexion-extension. Mais les surfaces cylindriques articulaires, des facettes articulaires, permettent des mouvements de torsion. Et puis, à l'étage lombal, je reviens sur le dessin, à l'étage lombal, les disques articulaires sont beaucoup plus hauts proportionnellement qu'aux autres étages. Et du fait de l'épaisseur du disque intervertébral, ça va autoriser des mouvements d'inclinaison latérale. Ce ne sont pas les pièces osseuses qui vont les favoriser, c'est la présence du disque intervertébral qui, avec le déplacement du nucleus pituitaris, va permettre ces mouvements d'inclinaison latérale. Enfin, pour les vertèbres cervicales, là aussi, diamètre transversal supérieur au diamètre antéro-postérieur pour le corps, ce qui favorise la flexion-extension. Mais là aussi, des petites articulations latérales au niveau des crochets vont permettre de rouler sur les vertèbres voisines. D'où finalement des très amples mouvements, comme je l'ai expliqué avec la pile d'assiette creuse, à la fois de flexion-extension, mais aussi de latéralité. Voilà comment fonctionnent ces choses. Alors, je vais effacer le tableau. Ceux qui ont des besoins à satisfaire, c'est le moment.